bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bonsoir, bon vendredi. Bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X à Québec. Christian Page, bonsoir. Salut Yannick. On se les gèle. À qui le dis-tu? C'est épouvantable. Ah, c'est pas grave, le printemps s'en vient bientôt, hein? Et puis écoute, on n'est même pas encore rendu en décembre. Exact. C'est pas grave. Faut pas faire notre vie en fonction de la température, cher ami. Non, absolument, mais c'est quand même moi qui n'est pas partisan, là, qui n'est pas un adepte des sports d'hiver, je dois t'avouer que ce 6 mois-là, je le trouve plutôt long. Christian Page ne fait pas de snowboard? Non, je ne fais pas ça, moi. Tu m'envoies surpris? Ce soir, comme sujet de la soirée, tu as choisi l'assassinat de JFK, de John F. Kennedy. Oui, absolument. Écoute, hier, jeudi, 12h30, marquait le 55e anniversaire de l'assassinat de JFK. Et depuis 55 ans maintenant, les théories du complot abondent dans tous les sens. Et donc, j'ai décidé de revenir un peu sur cette histoire de JFK. Évidemment, on n'abordera pas toutes les théories du complot qui concernent JFK. Écoute, dans un ouvrage là, qui s'intitulait Reclaiming History, Vincent Bugliosi, un ancien procureur de Californie, et à l'époque où il était avocat, donc avant de devenir procureur, il s'est rendu célèbre parce qu'il est le procureur qui a envoyé Charles Manson derrière les barreaux. Et il a écrit l'un des ouvrages sans aucun doute les plus importants jamais écrits sur l'attentat de JFK et Reclaiming History. Et dans cet ouvrage, Vincent Bugliosi a dénombré plus d'une centaine de théories du complot, plus de 200 complotistes et au moins 82 assassins, outre Lee Harvey Oswald. Donc, tu t'imagines qu'on ne peut pas, même dans une émission de 4 heures ou 5 heures, on pourrait pas aborder chacune de ces théories du complot. Ouais. Mais on va quand même en parler de façon générale un peu. Qu'est-ce que c'est, d'où viennent les théories du complot, sur quoi ils s'appuient, pourquoi est-ce que, lorsque l'on parle de l'affaire Kennedy, c'est sûr que c'est devenu un peu la mère de tous les complots. L'an dernier, j'ai publié un ouvrage, c'était l'été 2017, j'ai sorti un livre qui s'appelait Les théories du complot, et j'ai consacré un chapitre à l'affaire de John F. Kennedy. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aborder les théories du complot sans évoquer l'affaire Kennedy. Mais on va essayer de regarder un peu quels sont les éléments qu'on connaît. Et à pareille date, l'an dernier, l'administration de Donald Trump a annoncé qu'elle rendait public tous les dossiers sur JFK. Donc, c'était à l'automne 2017. Et on parle ici d'à peu près 3200 dossiers. Bon, évidemment, au moment où il y a eu la publication de ces dossiers, il y a eu un peu une surenchère des médias. C'était, la CIA rend public 15 000 dossiers, le FBI en rend 12 000, 14 000 publics, la NSA 5 000. Là, on faisait un peu une surenchère. En réalité, tous ces documents-là qui ont été rendus publics l'an dernier, c'était surtout des documents que l'on mettait en ligne. Mais ces documents-là étaient déjà connus, ils étaient déjà accessibles aux historiens, aux chercheurs, aux spécialistes de l'affaire Kennedy. Il suffisait de se rendre aux Archives nationales à Washington pour consulter ces fameux dossiers. Mais l'an dernier, ça a été un peu le coup d'envoi, donc l'administration Trump. Faut dire que ce qui avait donné un peu le coup de pouce à tout ça, c'est la sortie au début des années 1990 du film JFK d'Oliver Stone. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Oui. Donc, le film en lui-même,
c'est un film qui a fait beaucoup jaser. C'est sûr que les historiens ont décrié ce film comme étant, je me rappelle une des phrases que j'avais lues, un historien avait dit Oliver Stone ne présente pas l'histoire de l'assassinat de JFK, il réécrit l'histoire. C'est vrai qu'il y avait des erreurs monumentales où il y avait une sélection un peu arbitraire des témoignages ou des éléments qu'on nous présentait. On voulait visiblement, Oliver Stone avait choisi de nous présenter une théorie du complot. Donc, il a manipulé un peu les faits ou il a choisi parmi les faits pour accréditer son hypothèse de la théorie du complot. Néanmoins, la sortie de ce film a fait beaucoup jaser et beaucoup de gens ont écrit au Congrès, aux hommes du Congrès, à leurs représentants politiques pour demander une ouverture des dossiers sur JFK. Et à ce moment-là, la décision a été prise que tous les dossiers de John F. Kennedy seraient rendus publics au cours des 25 prochaines années. Et la date butoir était l'automne 2017. Donc, à l'automne 2017, l'administration Trump, qui s'est retrouvée un peu avec cette histoire-là, ont décidé de rendre publics les dossiers. Et quand je dis dossiers, je parle de nouveaux dossiers. Pas les 15 ou 15 000 de la CIA, les 25 000 du FBI, qui étaient déjà accessibles. Mais on parle ici d'à peu près 3200 nouveaux dossiers qui étaient passés un peu sous le radar, qui n'avaient été vus par personne. Donc, ces dossiers ont été rendus publics. À la toute dernière minute, le FBI est intervenu, mais en fait, le FBI qui représentait grosso modo l'ensemble des services d'enseignement, et ils ont demandé à ce qu'il y ait à peu près 200 dossiers soient retirés du lot en question qui devait être rendu public. L'administration Trump, on dit, ils ont accédé à cette demande, mais avec une condition, et cette condition était d'ici mars 2018, vous devez justifier pourquoi ces 200 dossiers ne doivent pas être rendus publics. Et visiblement, les services de renseignement ont fait leur devoir, tant et si bien qu'en avril dernier, l'administration américaine a dit on va rendre sur les 200 qui ont été retenus, il y en a à peu près 190 qui seront rendus publics. Ils seront en partie censurés pour dissimuler des informations d'ordre personnel concernant certains individus, et une quinzaine de dossiers qui ont été retenus et qui, eux, ne seront publiés qu'en 2021. Donc, cela étant dit, un an plus tard, donc on a quand même rendu public, c'est à peu près l'ensemble, la presque totalité des dossiers qui étaient encore retenus, et ça depuis l'automne dernier. Alors, un an plus tard, qu'est-ce que ces dossiers nous ont appris? Parce que c'est vrai qu'au fil des ans, ces théories du complot se sont multipliées. Est-ce qu'il y a un élément, est-ce qu'il y avait des preuves qui étaient dissimulées dans ces dossiers qui permettaient d'accréditer l'hypothèse du complot? Donc, on va regarder ça un peu, on va faire un bilan de ce qui a été publié. Ça, on verra ça en deuxième partie. Et en deuxième partie aussi, je reçois l'historien Michel Lenoir, qui a écrit un ouvrage fort intéressant qui s'appelle Complot. Tout a commencé avec John F. Kennedy. Et pourquoi je trouve intéressant l'ouvrage de Michel Lenoir? Parce qu'il va au-delà des théories du complot. C'est pas seulement de savoir qui a tiré sur Kennedy, où se trouvait le tireur, en avant, derrière, mais il va au-delà de ça. Pourquoi est-ce que l'affaire Kennedy, 55 ans plus tard, aujourd'hui, continue? Pourquoi cette histoire-là, est-ce qu'elle continue encore d'intéresser les gens? Pourquoi, avec l'affaire Kennedy, on a vu se multiplier les théories du complot dans tous les sens? Pourquoi cette histoire-là a joué un rôle si important dans la culture populaire? Donc, on va aborder cette question-là avec l'historien Michel Lenoir en deuxième partie d'émission. Donc, voilà un peu notre menu de ce soir. Et comme c'est un dossier hyper chargé, écoute, j'avais pensé en cette première partie d'émission de te rappeler, en fait, de faire une revue historique des événements de ce 22 novembre 1963. Et ce que je vais te présenter, c'est à peu près ce que on est sûr. Et là, je sais, je veux pas que les gens m'écrivent en me disant « Ouais, mais là, vous dites ça, puis il y a une autre personne qui dit l'inverse. » Non, on va essayer de regarder de façon générale. Mais c'est sûr, Yannick, pour chaque affirmation que je vais faire, tu vas trouver, si tu creuses un peu, tu vas trouver quelqu'un qui a une voix dissidente, si je puis dire. Mais ce que l'on sait à peu près de certains, et c'est ce que je vais te présenter, tu es prêt? Tu es bien assis? Allons-y.
Alors, on est ce 22 novembre 1963. Écoute, depuis quelques jours, le président Kennedy a décidé d'amorcer une tournée. Le président Kennedy, c'est le 35e président des États-Unis. Il a 46 ans. C'est probablement le président qui a su le mieux exploiter. En fait, il est le premier à avoir vraiment exploité l'image populaire des médias. Donc, c'est un peu de la propagande quand même. Lorsque l'on voit Kennedy dans le bureau ovale, il est entouré de ses enfants, il est avec Jackie. Qui n'a pas vu cette image de John Kennedy dans sa chaise berceuse avec le petit John qui joue à ses pieds. Donc, c'est une image que Kennedy utilise, il la présente au public, tout ça est parfaitement orchestré. On veut donner l'image de cet Américain qui a réussi le rêve américain, qui est là et qui représente un peu cette voix populaire d'une nouvelle Amérique, d'un vent nouveau qui souffle sur l'Amérique. Il est l'incarnation de ça, ce John Kennedy. Mais en cet automne de 1963, faut pas se le cacher, sa cote de popularité, notamment dans les États du Sud et particulièrement au Texas, est en baisse. Et à ce point tel que, avant même que Kennedy amorce cette visite rapide et claire au Texas, il y a des gens qui font circuler des tracts où on voit l'image de Kennedy et au-dessus c'est marqué « Recherché pour trahison ». Donc tu vois, certains aperçoivent les politiques de Kennedy comme une espèce de trahison. Donc, même certains de ses conseillers vont lui déconseiller de se rendre à Dallas et à se rendre au Texas, justement à cause de cette grogne populaire que suscitent ses politiques. Néanmoins, Kennedy se rend à Dallas et on se retrouve ce 22 novembre 1963. Il est exactement 12h30. Le cortège présidentiel, il fait un temps magnifique. Kennedy a décidé à sa descente d'avion de faire retirer le toit de la limousine. Il est donc assis sur la banquette arrière, il y a lui. À sa gauche se trouve son épouse Jackie. Devant lui, il y a le gouverneur du Texas, John Connally. Et à sa gauche, à la gauche de John Connally, se trouve son épouse. Et à l'avant, finalement, sur la banquette avant, se trouve un agent des services secrets, un agent de protection et garde du corps et le chauffeur du véhicule. Donc, il est 12h30, le cortège présidentiel s'avance sur Dealey Plaza. Et au moment où on tourne, en fait, c'est comme une espèce d'intersection en forme un peu triangulaire. Au moment où la limousine vient d'achever son virage, on entend une première détonation. Le gouverneur Connally dira plus tard, j'ai eu l'impression d'une espèce de pétarade, comme le bruit d'une moto ou quelque chose comme ça, et j'avais l'impression que ce bruit venait de l'arrière, de notre côté droit. Et il se tourne en se demandant de quoi il s'agit. Et ensuite, assez rapidement, 2 autres détonations qui vont être successives. Et dès la première, dans cette séquence de ces 2 dernières détonations, la première détonation, Kennedy est là, il porte la main à sa gorge, il a été atteint derrière la nuque, la balle est ressortie par l'avant, elle est entrée dans le siège devant lui et est allée blesser. Elle est entrée dans le dos du gouverneur Connally, a dévié, a fait briser une côte, elle est ressortie, l'a frappé au poignet et finalement la balle est allée se loger dans sa cuisse. Et au moment où tout ça se passe, écoute, Yannick, il y a à quelques mètres d'eux, il se trouve à ce moment-là devant une espèce de butte gazonnée qui s'appelle le Grassy Knoll. Et sur le Grassy Knoll, il y a un homme qui est monté sur une espèce de bloc de béton, un type qui s'appelle Abraham Zapruder. Il a commencé à filmer depuis quelques secondes. Il a une petite caméra 16 mm. Il filme depuis quelques secondes. Et au moment où Kennedy est atteint à la gorge par en fait, le deuxième tir, mais c'est le premier tir qui atteint la limousine, il se trouve derrière un panneau routier. Donc, on ne voit pas le moment précis de l'impact. Mais au moment où la limousine sort derrière ce panneau routier, il est juste devant Abraham Zapruder qui tient sa caméra et qui filme. Et on voit à ce moment-là Kennedy qui porte les mains à sa gorge et il se tourne en direction de Jackie qui se penche sur lui. Et à ce moment-là, l'une des images les plus épouvantables que l'Amérique verra, une deuxième détonation qui est en fait la répétition, le troisième coup de feu, mais le deuxième coup de feu à atteindre la limousine à ce moment-là, alors que Abraham Zapruder est pratiquement devant le président, devant la limousine présidentielle.
On voit littéralement le crâne de John Kennedy qui explose sous l'impact de la balle. Ce sont des images choquantes. Et là, Kennedy, évidemment, s'écroule sur Jackie. Jackie bondit sur la malle arrière de la voiture. Bon, certains diront plus tard, elle voulait récupérer une partie de la cervelle de Kennedy. D'autres diront, elle voulait fuir les tirs de cet assassin embusqué. Parce qu'il y avait un garde du corps qui a tenté d'aider Jackie. Voilà, un garde du corps qui se trouvait juste derrière, parce qu'à ce moment-là, tu comprendras qu'au moment où les détonations se font entendre, la limousine ralentit, le chauffeur se tourne vers l'arrière, parce que on est un peu dans un état un peu chaotique. Là. Qu'est-ce qui se passe? Et là, en voyant évidemment la cervelle de Kennedy qui éclate, le chauffeur va appuyer sur l'accélérateur pour fuir cette zone de guerre, littéralement. À ce moment-là, un garde du corps saute sur la limousine à l'arrière. Il va repousser Jackie sur la banquette arrière de la voiture pour lui-même, le garde du corps, se placer un peu comme pour faire écran au tir de cet assassin embusqué. Et la limousine, accélère en trombe et elle va se rendre à l'hôpital Parkland où, dès l'admission, les pathologistes, les médecins qui sont là constatent qu'il n'y a plus rien à faire pour Kennedy. Là. La blessure est mortelle. Et il faudra attendre encore à peu près 30 minutes avant que l'annonce soit faite dans les médias. John Kennedy, 35e président des États-Unis, vient de tomber sous les balles d'un assassin. À ce même moment-là, donc au moment où les tirs se font entendre, rapidement, les gens, on le voit sur les images de Zapruder, il y a un état de chaos qui s'installe sur Dealey Plaza. Les gens se jettent au sol pour essayer d'échapper aux tirs de ce tireur embusqué. La plupart des gens, c'est pas unanime, mais la plupart des gens ont l'impression que les coups de feu proviennent d'un grand édifice situé à l'angle de Houston Street et de Elm Street, parce que la limousine présidentielle se trouvait sur Elm Street. Et à l'intersection donc de Houston Street et de Elm Street se trouve un gros building qui s'appelle le Texas School Depository. Donc, c'est un entrepôt de livres scolaires et les gens ont l'impression que les coups de feu proviennent de là. Il y a même un témoin qui a vu un homme derrière une fenêtre du 6e étage. Et quand je dis 6e étage, c'est le 5e étage si tu considères que le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée, ou bien c'est le 6e étage total. Donc, du 6e étage, sur une fenêtre juste située au coin du building, quelqu'un a vu un homme qui se tenait là, carabine à la main. Même l'homme, le témoin dira plus tard, j'ai vu cet homme avant même que la limousine arrive, mais j'ai cru que c'était un homme des services secrets, un garde qui était là. Jamais l'homme a pensé qu'il pouvait s'agir d'un tireur embusqué qui allait faire feu sur la limousine. Quoi qu'il en soit, les policiers entrent en trombe dans l'édifice. Dès qu'ils entrent, ils voient un homme qui se trouve près d'une machine distributrice. Ils l'interpellent et comme ils l'interpellent, le directeur, un des chefs manutentionnaires qui se trouve là, intervient et dit aux policiers, non, il dit ça, c'est un de nos employés, il s'appelle Lee Harvey Oswald. Le policier dit « OK, parfait » et on grimpe dans les étages. Rapidement, on se rend au 6e étage et là, on entre dans cette grande esplanade où se trouvent des cartons de livres, en fait des dizaines et des dizaines de cartons de livres. Et vers la fenêtre, près de la fenêtre qui fait l'angle de la rue, le tireur, a fait une espèce de palissade pour se faire un isoloir. Et là, on va retrouver sur le sol 3 douilles 6,5 mm, visiblement les douilles utilisées par l'assassin, là, les douilles des balles tirées sur la limousine. En faisant le tour de cet endroit-là, on va éventuellement trouver, là, dans les minutes qui vont suivre, on va trouver une carabine, une Mannlicher Carcano, une arme italienne qui date de 1939, en fait un modèle de 1939 qu'on peut encore se procurer, là, qui est toujours en fabrication, qui est une arme finalement bon marché, pas particulièrement fiable, qui a tendance à s'enrayer. Bref, une arme somme toute assez conventionnelle. Et sur l'arme en question se trouve une lunette d'appoint. Et donc il est clair qu'il doit s'agir de l'arme utilisée par l'assassin. Les policiers demandent à ce qu'il y ait un regroupement de tous les employés du Texas School Book Depository. Et à ce moment-là, tous les employés sont réunis, tous les employés qui travaillaient à ce moment-là. Il n'en manque qu'un seul, Lee Harvey Oswald. Comme on dit, il a levé les feutres. Et à ce moment-là, on va lancer rapidement un avis de recherche sur ce Lee Harvey Oswald qui, de facto,
devient le suspect numéro 1 dans l'assassinat de John F. Kennedy. Alors que à Parkland, à l'hôpital de Parkland, on annonce le décès de John F. Kennedy, ce Lee Harvey Oswald se retrouve à son appartement, qui se trouve à peu près à 2,5 km de l'édifice le dépôt de livres du Texas. Il change de chandail et ressort dans la rue. Et à 13h15, très précisément, il se fait interpeller par un policier de Dallas, Jefferson Davis Tippit, G.D. Tippit, qui interpelle Oswald. Il ressemble, en fait, comme je te l'ai mentionné, sur les avis, sur les radios, on annonce qu'un homme portant un blouson telle ou telle couleur, à peu près, peigné sur le côté, un homme d'à peu près 1m80, a été vu. Bon. Et donc, on lance un peu cette description. Et ce Tippit, en voyant cet homme déambuler sur la rue, il faut dire que l'homme aussi marche d'un pas alerte et il a tendance à tourner la tête, ne regarde pas vers le policier. Donc, il y a comme quelque chose dans l'attitude qui éveille chez le policier des soupçons. Donc, il interpelle ce Lee Harvey Oswald et immédiatement, Lee Harvey Oswald sort de son blouson un pistolet de calibre 38 et abat de l'agent Tippit devant des témoins comme ça sur le coin de la rue. Arme au poing, il s'enfuit, va traverser en fait 6 pâtés de maison. Il va s'engouffrer au cinéma Texas où il va essayer de se cacher parmi les gens qui, il ne paie pas, évidemment, il passe devant la guérite, entre dans le cinéma, entre dans la salle de projection, et là, il s'assoit parmi les gens qui sont là et qui assistent à la présentation de l'après-midi. C'est à cet endroit-là que des policiers vont éventuellement, des gens ont été témoins de la scène, on va guider les policiers entrent dans le cinéma, et on va procéder à l'arrestation de Lee Harvey Oswald. Se voyant entouré de policiers, Oswald dégaine à nouveau son arme. Il veut faire feu sur les policiers, mais on a le temps de le maîtriser avant qu'il ait le temps de tirer sur les policiers. Donc, maîtrisé, menotte au poing, il est amené au QG central, le quartier général de la police de Dallas. Pendant ce temps-là, évidemment, à Parkland, on a constaté le décès de Kennedy et on s'occupe de faire en fait les préparations nécessaires pour transférer le corps de John F. Kennedy à Washington, D.C., en fait à l'hôpital Bethesda, où on va procéder à son autopsie. Lee Harvey Oswald est interrogé, on lui fait clairement comprendre qu'il est soupçonné de l'attentat contre JFK. Oswald nie catégoriquement être lié à l'attentat de Kennedy. Il dit ne même pas, lorsqu'on l'interroge sur des armes, il dit ne pas avoir d'armes, même pas d'armes de poing. Pourtant, il a été arrêté avec un calibre 38 entre les mains. Pendant ce temps, on a retrouvé la fameuse Muncher Carcano dans le dépôt de livres. Lorsque l'on parle de cette arme à Lee Harvey Oswald, il dit non, ce n'est pas à moi. Et pourtant, en faisant une perquisition chez lui, on va trouver une photographie de lui où il tient la fameuse carabine en question. Et son épouse, Marina, va avouer que c'est elle-même au printemps de 1963 qui a pris des photos de Lee Harvey Oswald tenant l'arme en question. On peut se demander qui est à ce moment-là ce fameux Lee Harvey Oswald. C'est vrai que c'est un personnage quand même un peu louche. Hein? Il a été 2 ans dans l'armée, il a été démobilisé en 1959. En 59, il a gagné la Russie. C'est un type qui était pro-communiste. Hein. Déjà, même quand il était dans l'armée, il embêtait un peu ses compagnons militaires en leur lessivant un peu le cerveau avec ses longs discours sur les valeurs du communiste. Lorsqu'il quitte l'armée, donc il passe par la France, la Suisse et finalement va gagner la Russie. Il n'a en poche qu'un visa temporaire. Il va quand même rester là pendant 3 ans. Il va épouser une pharmacienne de Minsk, une certaine Marina Pravuskova ou quelque chose comme ça. Et puis en 1962, il rentre aux États-Unis. Bien sûr, il faut pas se le cacher, Yannick, quelqu'un qui fait défection vers la Russie, qui reste un citoyen américain qui séjourne pendant 2-3 ans en Russie, ça paraît toujours louche. Ça éveille les soupçons. Bien sûr, faut pas se le cacher, on est en pleine guerre froide, c'est un bras de fer qui se joue entre les Russes et les Américains, et chacun se regarde un peu en chien de faïence et on se demande, qui va réagir le premier. Donc lorsque Lee Harvey Oswald se présente en 1962 à l'immigration américaine en disant « Je viens de séjourner, je viens de passer 3 ans en Russie », et c'est sûr que ça éveille des soupçons. Et puis faut pas se le cacher, lorsqu'on interroge les gens dans son entourage, tous peuvent témoigner de son
de son soutien aux politiques, aux philosophies communistes. Donc, Lee Harvey Oswald est un peu, et là je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais il est quand même un peu dans le collimateur des autorités américaines. Il rentre donc aux États-Unis, il va travailler, il va faire quelques petits boulots, il va même à un moment donné se rendre en Nouvelle-Orléans, hein, et il va créer un bureau de support aux politiques castristes, hein, pro-castristes, et cette organisation, en fait, il est le seul membre, et c'est vrai qu'il utilise à ce moment-là un pseudonyme, et ce pseudonyme, c'est Alec Idel. Et ça, c'est très important de retenir ça. Donc, il ouvre ce fameux bureau de support aux politiques pro-castristes sous le nom de Idel, et il distribue des tracts à la Nouvelle-Orléans là en support pour Cuba et contre, bien sûr, les politiques américaines anti-castristes, anti-communistes. Et à ce moment-là, il se retrouve, bien sûr, encore une fois, dans le collimateur des autorités américaines, qui est cet Américain qui a fait un séjour en Russie, qui revient aux États-Unis, qui est là, qui distribue des tracts. Il faut dire qu'au moment où il est même arrêté à la Nouvelle-Orléans, on lui demande des informations sur ses activités. Il va mentir aux autorités, hein, il va se présenter comme ce fameux Idel. Il cache son identité, il cache bien sûr ses allégeances. Il nie être impliqué dans quelques activités communistes ou pro-communistes. Il va éventuellement regagner le Texas, et c'est là qu'il va acheter il va faire acheter par la poste cette fameuse Munlinchar Carcano. On est au printemps de 1963. Il va débourser d'ailleurs $21.45 pour l'achat de cette carabine. Et il ne cache pas, bien sûr, son allégeance pour les politiques pro-communistes ou pro-castristes. Et à ce moment-là, donc au moment où il est interrogé par les services de police de Dallas, immédiatement après l'assassinat du président Kennedy, lorsqu'on lui exhibe la fameuse carabine Munlinchar Carcano, il nie être le propriétaire de la carabine, même si on va retrouver chez lui lors d'une perquisition une photographie où on le voit lui tenant la carabine. On trouve également le bon d'achat de la carabine qui est fait au nom de Alec Idel. Or, dans le portefeuille de Lee Harvey Oswald, on trouve une fausse carte d'identité au nom de Alec Idel. Et Oswald nie, bien sûr, pour lui tout ça est un complot, une machination, il n'a rien à voir là-dedans. Et puis, au moment où tout ça se passe, bien sûr, les médias à travers les États-Unis sont sous le choc de cet attentat contre Kennedy, et Lee Harvey Oswald est détenu il est interrogé bien sûr presque sans arrêt, et ce qui nous amène éventuellement au matin du 24 novembre 1963. Donc vers à peu près 11h30, on est finalement 47 heures après l'attentat contre le président Kennedy. On a décidé, Lee Harvey Oswald est détenu depuis son arrestation dans le quartier général de la police de Dallas. On décide de le transférer à la prison du comté. Et comme il sort de l'ascenseur, il est entouré de 2 policiers, il est dans le sous-sol du quartier général de la police de Dallas, et comme il s'approche du fourgon cellulaire, il faut le dire, il y a là toute une équipe de télévision qui est là, des journalistes. La presse a été informée de l'heure et de l'endroit où on transférait Oswald, et alors que les caméras sont braquées sur lui, alors qu'il sort de l'ascenseur, un homme sort de la foule, s'approche d'Oswald, lui place un revolver à la poitrine et tire une seule balle. Cet homme est immédiatement immobilisé, arrêté, désarmé. Cet homme s'appelle Jack Ruby, de son vrai nom Rubenstein. C'est un tenancier de bar. En fait, il est propriétaire de 2 clubs à Dallas et il est désarmé. Une seule balle aura suffi à tuer finalement Oswald, parce que mortellement atteint, il est immédiatement transféré à l'hôpital de Parkland. Il est ce même hôpital où 47 heures plus tôt est décédé le président Kennedy. Il est amené donc dans un bloc. Par respect pour le président, il n'est pas amené dans le bloc numéro 1. Il est amené dans un autre bloc et malheureusement, on ne peut rien pour lui. Lee Harvey Oswald meurt de cette balle, une balle unique qui a été tirée en plein milieu de la poitrine, mais qui a fait des dommages importants au cœur, aux muscles cardiaques. Oswald meurt sans avoir confessé quoi que ce soit. Tu comprendras, Yannick, que la mort de Lee Harvey Oswald, suspecté du crime de Kennedy, qui se fait abattre devant... D'ailleurs, c'est la première fois, on voit, avec la mort de Lee Harvey Oswald, c'est le premier meurtre
en direct à la télévision. Ah oui. Les gens restent un peu choqués de voir ça. Déjà on a appris que 47 heures plus tôt, le président Kennedy a été abattu. Et là, on voit en direct ce Lee Harvey Oswald se faire abattre devant les caméras de la télévision. Avec la mort de Lee Harvey Oswald, évidemment, on a l'impression que c'est la porte ouverte aux théories du complot. Le président Johnson, qui était vice-président sous l'administration Kennedy, est nommé, en fait, il fait allégeance dans l'avion qui transporte le corps de Kennedy, et avec Jackie à ses côtés, il fait allégeance et devient à ce moment-là le 36e président des États-Unis. Le Lyndon B. Johnson va demander une enquête sur l'assassinat du président Kennedy. Il va mettre à la tête de cette commission d'enquête un juge de la Cour, en fait le président de la Cour suprême des États-Unis, Earl Warren, et ils demandent donc une enquête nationale sur l'assassinat de Kennedy. Il faut attendre l'année suivante, donc l'automne 1964, pour qu'on publie finalement cette commission d'enquête qu'on appelle la commission d'enquête Warren. Et la commission d'enquête Warren, les grandes conclusions sont à peu près les suivantes. Lee Harvey Oswald et Jack Ruby ont agi seuls. Malgré tous les interrogatoires, toute la vérification des données, des éléments, on n'a rien trouvé qui permet de croire que Lee Harvey Oswald ou que Jack Ruby ait été de mèche ou été de cheville avec quelques organisations ou individus que ce soit. Les deux hommes semblent avoir agi seuls. Les balles qui ont atteint John Kennedy ont visiblement toutes été tirées depuis le 6e étage du dépôt de livres situé à l'angle des rues Elm et Houston à Dallas. Et visiblement, elles ont toutes été tirées par cette fameuse carabine, cette Münster Carcano, qui appartenait à Lee Harvey Oswald. Et Lee Harvey Oswald est sans aucun doute l'homme qui a abattu le président John F. Kennedy. Ça, ce sont les grandes conclusions de la commission Warren. Inutile de te dire qu'immédiatement, avec la publication de ce document, de cette commission d'enquête, il y a une levée de bouclier parce qu'à ce moment-là, depuis une année déjà, les théories du complot vont bon train. Les images d'Abraham Zapruder, ce confectionneur de mode pour dames qui se trouvait à quelques mètres de la limousine présidentielle et qui a filmé l'attentat dans un angle tout à fait extraordinaire. Ces images ont été vues par les gens de la commission, ont été vues par des experts, et il y a une mésentente sur les experts. Est-ce que les balles venaient de l'avant? Est-ce que les balles venaient de l'arrière? Les témoignages sont un peu contradictoires. Donc, les théories du complot vont bon train. Et il faut attendre, en fait, 1976 pour que finalement le Congrès américain, la Chambre des représentants, décide de mettre de l'avant une nouvelle commission d'enquête pour étudier certains assassinats qui soulèvent une certaine controverse. On pense par exemple à la mort de Bobby Kennedy, le frère de John Kennedy, assassiné quelques années plus tard alors qu'il était pratiquement en voie d'être élu le président. Donc ça s'était passé en 1968 de mémoire à Los Angeles. Oui, on était en août 1968. Il a été abattu par un type qui s'appelle Sheeran. Là encore, il y a des théories du complot qui ont circulé. La mort de Martin Luther King aussi avait soulevé des hypothèses de théories du complot. Donc, cette Chambre des représentants décide de faire une nouvelle enquête sur ces assassinats un peu mystérieux, ou en tout cas à tout le moins ambigus, nébuleux. Et bien sûr, la mort du président Kennedy fait partie de cette commission d'enquête. Et cette commission d'enquête, elle va se terminer en 1979, et la conclusion des membres de la Chambre va à peu près dans le même sens que les conclusions de la commission Warren qui s'est tenue 15 ans plus tôt. La commission Warren disait ils ont agi seuls, les balles ont été tirées du dépôt de livres, etc., etc. La commission, cette Chambre des représentants, ce House Selected Committee on Assassination, c'est le nom qu'avait ce fameux comité, va conclure à peu près en disant on entérine les conclusions de la commission Warren à un élément près. Ce fameux comité trouve que la commission Warren ont peut-être écarté un peu rapidement la théorie d'un complot ourdi par quelques arcanes inconnus, mais on dit c'est possible. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, et ça c'est très important de le retenir, à ce moment-là, on avait présenté devant la Chambre des représentants, devant ce comité spécial, on avait présenté ce qu'on croyait être une preuve auditive. On avait donc un enregistrement qui avait apparemment été fait à partir de
la radio d'un motard de la police et on avait l'impression d'entendre 4 détonations. Et s'il y avait 4 détonations, alors qu'on sait que Oswald ou quel que soit l'assassin qui se tenait derrière la fenêtre du 6e étage du dépôt de livres, on sait qu'il n'a tiré que 3 coups de feu. Et 3 coups de feu avec un premier coup de feu et ensuite 2 coups de feu très rapides. Ça a été bang, bang, bang. Donc, ces 3 coups de feu venaient visiblement du dépôt de livres. Mais si tu comprendras que si, avec cette preuve acoustique, on avait un 4e coup de feu, alors là, ça venait de faire écrouler les conclusions de la commission Warren. Mais il faut dire que cette fameuse preuve acoustique a été complètement discréditée quelques années après. On a découvert, en fait, que la longueur d'onde sur laquelle était syntonisée la radio du motard en question n'était pas la longueur d'onde utilisée cette journée-là et que le motard, selon une nouvelle modélisation de ce qui s'était passé le jour en question, ne se trouvait pas à l'endroit où on croyait qu'il se trouvait. Donc, cette preuve acoustique a été complètement écartée. Et il faut pas se le cacher, cette preuve acoustique était le seul élément sur lequel le House Selected Committee on Assassination s'appuyait pour rejeter le fait que les 2 hommes avaient agi seuls. Donc, à partir du moment où tu écartes cette preuve acoustique, il n'y a plus preuve d'un quelconque complot et on doit en revenir aux hypothèses ou à tout le moins les conclusions de la commission Warren. Et ça, donc, c'est à peu près ce que l'on sait de certains. Donc, les balles semblent avoir été tirées depuis l'arrière. D'ailleurs, des analyses balistiques montrent que les balles s'accordent assez bien avec des tirs. En fait, s'accordent même parfaitement avec des tirs provenant du 6e étage du fameux dépôt de livres en question. Là, évidemment, les théories du complot, même, en fait, je te dirais que cette preuve balistique, en fait, l'angle des balles et le fait que les balles étaient, faut pas se le cacher, les balles qui ont été retrouvées dans la limousine présidentielle étaient des balles d'un calibre 6.5. Ce sont les balles qui étaient tirées par la Munencher Carcano. Donc, devant cette preuve balistique, tant sur l'angle des tirs qui ont atteint le président que sur les débris de balles qui ont été retrouvés à l'intérieur de la limousine, la preuve semble tellement irréfutable que même certains théoriciens du complot reconnaissent que les balles ont dû être tirées du 6e étage du fameux dépôt de livres. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'homme derrière la carabine était ce fameux Lee Harvey Oswald? C'est vrai que là encore, on a des preuves qui associent Lee Harvey Oswald avec le 6e étage du dépôt de livres. Il a été vu à peu près 20 minutes avant que les coups de feu soient tirés en direction de la limousine. Un employé du dépôt de livres a vu Lee Harvey Oswald au 6e étage. Il lui a dit, est-ce que tu veux, parce que on circulait avec un ascenseur, il a demandé, est-ce que tu veux que je retienne l'ascenseur? Et Oswald lui répond, non, j'ai encore du travail à faire ici. Et 25 minutes plus tard, les premières détonations ont été tirées sur la limousine. Donc, on place Lee Harvey Oswald dans ce 6e étage à l'heure et à la journée de l'assassinat du président Kennedy. On a retrouvé ce matin-là, Lee Harvey Oswald s'est présenté à son travail avec un colis, un long colis enveloppé dans un papier brun. Et lorsque ses collègues de travail lui ont demandé de quoi il s'agissait, Oswald a dit, ce sont des tringles à rideaux pour mon appartement de Dallas. Et cette enveloppe de papier contenait en réalité la Munencher Carcano, et on va la retrouver au fameux 6e étage du dépôt de livres. On va retrouver une empreinte de Lee Harvey Oswald sur le papier en question. Lorsqu'on trouve la carabine, la Munencher Carcano, on va retrouver des fibres du chandail que portait Lee Harvey Oswald sur la carabine en question. Donc, on a des éléments qui associent directement non seulement Lee Harvey Oswald, qui le place sur le site de l'attentat, mais qui l'associe directement avec la carabine. La carabine a été achetée par lui, à son nom, livrée dans un casier postal à Dallas qui était à son nom. On retrouve son empreinte digitale sur le papier qui enveloppait la carabine, des fibres de tissu sur la carabine en question. Maintenant, pour les théoriciens du complot, c'est Lee Harvey Oswald n'était pas un assez bon tireur pour réussir ce fameux coup, de faire mouche comme ça à 2 reprises sur le président. Moi, je dois t'avouer que j'y suis allé à Dallas. Lorsque j'ai écrit mon bouquin, Les théories du complot, je me suis rendu à Dallas, j'ai rencontré des gens, je suis allé, aujourd'hui, le 6e étage du dépôt de livres est un musée qui est consacré à John F. Kennedy. On ne peut pas aller derrière la fameuse fenêtre du 6e étage, là où se tenait Lee Harvey Oswald, mais on y a placé des boîtes en carton. On a reconstruit la scène telle que les policiers l'ont trouvée, et tout ça est entouré de panneaux de verre qui nous permet de visualiser un peu la position, à quel endroit
endroit se trouvait Oswald. Mais on peut se placer dans la fenêtre juste à côté. Et entre cette fenêtre-là et l'endroit où se trouvait la limousine, il y a une espèce de X sur l'asphalte. Je crois depuis 1 an ou 2, on a retiré le X parce qu'il y avait un aspect un peu macabre autour de ça. Tu sais, le X, c'est un peu c'est notre cible qui est ici, là. Ouais. Donc, la ville de Dallas ont décidé de retirer le X qui était sur la chaussée. Mais j'ai mis une photo sur le site de Radio X où on me voit debout, pointant là vers la fenêtre en question. Je suis exactement sur le X en question. Et il y a à peu près 200 mètres, 250 mètres qui séparent l'endroit où se trouvait la limousine et Lee Harvey Oswald, ou à tout le moins le tireur. Et quand on se place derrière la fenêtre, on est un peu frappé par la proximité des lieux. Moi-même, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, je me suis dit, j'aurais même pas besoin d'être un super tireur pour pouvoir réussir à faire mouche de cette façon-là. Un bon tireur. Ça a l'air quand même être une bonne distance. Là. Je regarde la photo que tu as mise sur notre page Facebook Radio X-Files. Bel homme en passant. Mais ça a l'air être une bonne distance. Oui, c'est à peu près 250 mètres. Mais encore une fois, là, je te dis, moi, j'y serais pas arrivé. Mais il faut quand même se rappeler que durant les 2 années que Oswald a passé dans l'armée, il avait des états de service tout à fait moyens, mais il s'est distingué, pour son maniement des armes et pour son tir. C'était un très bon tireur. C'était pas un tireur d'élite, ce n'était pas un sniper, comme on dit, mais c'était quand même un très bon tireur. Donc, tous les éléments portent à croire à tout le monde. On peut pas écarter Lee Harvey Oswald comme étant l'homme qui a tiré sur le président. A-t-il agi seul? A-t-il été le bouc émissaire d'un complot plus grand? Malheureusement, on pourra jamais le savoir puisque Lee Harvey Oswald est mort sans faire de commentaires. Jack Ruby, qui lui, après avoir assassiné Oswald, comme je l'ai mentionné, a été désarmé, arrêté. Il a été condamné à la peine de mort pour avoir assassiné Lee Harvey Oswald, mais il va décéder en prison d'un cancer en 1967. Et jusqu'à son décès, Jack Ruby va toujours maintenir qu'il avait agi seul et que c'était dans une espèce de moment de folie. C'était comme il était tenancier de bar. Il transportait souvent de l'argent liquide, de fortes sommes d'argent liquide sur lui. Il avait donc un port pour un permis d'armes. Et lorsqu'il s'est présenté ce matin-là, il avait un peu ses entrées, il connaissait des policiers allaient à son bar. Il était un peu chômé avec les services de police. Donc, quand on le vu arriver ce matin-là, jamais on s'est douté, ou à tout le monde, on n'a pas l'impression que les gens se doutaient de ce qui se passait, de ce qui allait se passer. Donc, Ruby s'est mêlé à la foule, il avait son arme sur lui, et il va raconter durant son procès, lorsque j'ai vu Lee Harvey Oswald sortir, le sourire au visage, je suis devenu fou de rage, j'ai sorti mon arme dans ce moment de folie et j'ai abattu Lee Harvey Oswald. Il va toujours prétendre avoir agi seul. Ça, c'est à peu près donc les éléments que l'on sait, à peu près certains. Bon, bien sûr, il y a des éléments de contestation. Certains diront non, on a l'impression que le tir vient de l'avant, le tir vient de l'arrière. Ce qu'il faut surtout se méfier dans une affaire comme celle-là, Yannick, c'est qu'on a beaucoup d'experts de salon, des gens qui regardent des images, qui ont aucune connaissance en balistique, et là, simplement sur la foi des images, ils disent, on a l'impression que la tête de Kennedy bascule un peu vers l'arrière. Donc, si elle bascule par l'arrière... Je peux plaider coupable. Je peux plaider coupable à ça, moi aussi. Donc, on a l'impression que parce que la tête bascule vers l'arrière, que le tir vient de l'avant. Mais en réalité, c'est quand on n'a pas de connaissances en balistique, on a souvent on a tendance à interpréter un tir de cette façon-là comme si c'était un uppercut d'un pugiliste. Mais c'est pas comme ça. Une balle qui voyage à cette vitesse-là, lorsqu'elle est entrée dans la tête de Kennedy, elle ne frappait que des tissus mous. Donc, elle l'a rencontré parce que la matière cervicale, ce sont des tissus mous. C'est au moment où au moment où la balle ressort, c'est le point de sortie qui là va entraîner de la matière cérébrale, va entraîner des os et ça crée de l'énergie. Et c'est cette énergie-là avec le dégagement au point de sortie qui fait que la tête de Kennedy bascule vers l'arrière. D'ailleurs, des démonstrations montrent très clairement que si tu tires dans des melons, qui est à peu près la résistance d'une tête humaine, si tu tires dans des melons, souvent le melon va basculer en direction du tireur. Donc, c'est exactement ce que l'on voit sur les images. Donc, il faut se méfier de cette tendance à jouer l'expert de salon, en disant « moi, je pense que la tête... Non. Les experts sont à peu près tous unanimes là-dessus. Les experts en balistique, les balles semblent bel et bien avoir été tirées de l'arrière. Le mouvement de la tête de Kennedy est conforme à un tir venant de l'arrière, avec un point de sortie vers le côté droit, en fait, du crâne. Donc, les preuves balistiques vont un peu dans ce sens-là. Il y aura toujours des éléments contestataires, il faut pas se le cacher, mais grosso modo, c'est ce que l'on sait des événements qui se sont déroulés
ce 22 novembre 1963, un vendredi noir pour l'Amérique et qui est probablement l'un des événements les plus choquants du 20e siècle. Juste avant d'aller à la pause, je vous avertis, vous pouvez aller sur notre page Radio X-Files. J'ai mis l'assassinat de JFK le 22 novembre 1963 et j'ai mis aussi l'assassinat de Lee Harvey Oswald en vidéo, donc sur la page Facebook de Radio X-Files. Et je répète, attention, les images peuvent choquer. On fait une courte pause, on revient. Radio X-Files. Radio X. On a fait quelques changements pour ce qui est des podcasts de Radio X. Maintenant, si vous allez sur le www.radiox.com, nous avons notre propre section telle que demandée par nos auditeurs, Radio X-Files, sur notre site Internet. Sinon, vous pouvez aller sur Facebook aussi nous ajouter, Radio X-Files. Et puis, vous allez voir, on met les podcasts de chaque émission à cet endroit-là sur notre page Facebook. Christian, tu as jasé avec Monsieur Reynald. Oui, absolument. Écoute, ça fait il y a 2 semaines et la semaine dernière, on avait mis cette fameuse peinture de Paul Gauguin. Oui. Et malheureusement, j'avais fait une entrevue avec Michel Reynald parce qu'on parlait de cryptozoologie. Et rappelle-toi qu'on a commencé la saison, je t'ai parlé un peu de cette cryptozoologie, c'est l'étude des animaux inconnus ou méconnus de la science. Et je te disais que ça dépassait très largement le cadre simple parce que dès qu'on parle de cryptozoologie, les gens imaginent le monstre du Loch Ness, le Yéti. Mais en fait, c'est un cadre beaucoup plus large. Hein. Il y a des animaux il y a des tout petits animaux, par exemple, qui ne sont pas reconnus par la science et que pourtant qui font partie de la culture. Et c'est un peu de ça dont va nous parler aujourd'hui Michel Reynald. En fait, cette entrevue que j'ai réalisée avec lui il y a 2 semaines maintenant, où il va nous parler d'un animal qui apparaît sur une peinture de Paul Gauguin et qui pourtant n'a pas de reconnaissance officielle. Alors, on écoute cette entrevue. Bonjour Michel Reynald, pour cette chronique cryptozoologique, vous avez choisi aujourd'hui de nous entretenir de l'un de vos compatriotes, à savoir le peintre Paul Gauguin et son lien plutôt curieux avec la cryptozoologie. Eh bien oui, en effet, tout démarre avec, plus précisément, l'expédition de Thor Heyerdahl, le grand ethnologue norvégien. Alors en réalité, on prononce Thor Heyerdahl, ça s'écrit Thor, T-H-O-R, oui. Ça se prononce Thor Heyerdahl. Et donc en 1937, il se trouvait à Ivaoa, une des îles Marquises, et là, il va observer un oiseau apparemment incapable de voler, de la taille, je dirais, d'une poule, et qui détale, qui va à toute vitesse arriver à échapper à sa poursuite alors qu'il est à dos de cheval, donc dans les montagnes de Ivaoa. Ivaoa, c'est effectivement l'île où est enterré Jacques Brel, le chanteur, et puis également Paul Gauguin, le peintre. Un autre témoignage sur cet oiseau mystérieux a été recueilli en 1957 par Francis Mazières, toujours à Ivaoa, et là c'était à la fois les Marquisiens qui en ont parlé, et il décrivait un oiseau, pareil, incapable de voler, de la taille d'une poule ou d'un coq, avec un plumage violacé, et également extrêmement rapide, au point qu'il est capable de se planquer en quelques secondes dans les fourrés, dans les fougères des montagnes de Ivaoa. Oui, mais excusez-moi, Michel Reynald, mais pourquoi cet oiseau-là, puisqu'il a été observé par Heyerdahl, des gens des communautés locales en parlent, qu'est-ce qui en fait un animal si mystérieux, puisque apparemment il a une existence bien réelle, et ce, même au XXe siècle? En effet, et simplement, on n'a que des témoignages, on n'a aucun spécimen, aucun squelette, même pas une plume. Donc cet oiseau n'est connu que par des témoignages. Et effectivement, il semblerait bien que Paul Gauguin ait peint cet oiseau en 1902. Alors il a passé les 3 dernières années de sa vie justement à Ivaoa, où il est donc inhumé. Et en 1902, il peint une toile qui représente un marquis. Alors, c'est assez amusant parce que le titre de la toile, c'est Le sorcier d'Ivaoa ou le marquisien à la cape rouge. Alors j'ai fait pas mal de recherches et depuis, en réalité, je me suis rendu compte que c'est pas un marquisien, c'est une marquisienne représentée, c'est une femme. Donc, effectivement, donc dans un angle de ce tableau, on voit un chien qui tient dans sa gueule
un oiseau qui représente, probablement, le fameux oiseau mystérieux qui a été observé des années plus tard par Tore Heyerdahl et par Henry Lee, un autre Norvégien installé à Ivaoa, cité par Francis Mazière. Les dimensions par rapport au marquisien, ou plutôt donc à la marquisienne en question, et par rapport au chien, et puis même la présence du chien qui n'est pas anodine, d'après les témoignages, il est tellement rapide et puis comme il se planque dans les fourrés, les seuls qui peuvent arriver éventuellement à le capturer, nous disaient les marquisiens, c'était des chiens. Donc la présence du chien sur le tableau de Paul Gauguin, qui est en train, je le rappelle, de mordiller le dos de l'oiseau en question, est sans doute extrêmement significative. On a quand même eu la confirmation de l'existence passée de cet oiseau. Parce que en 1986, on a découvert, justement à Ivaoa, des ossements, alors on dit subfossiles. Subfossiles, ça veut dire ils sont même pas fossilisés, ils sont même pas minéralisés, ils n'ont que quelques siècles. D'un oiseau, effectivement, inapte au vol, du genre Porphyrio, c'est exactement comme la poule sultane que l'on trouve notamment dans toute l'Asie orientale, jusqu'aux îles Fidji, mais ça faisait un trou de plus de 3000 km entre son aire de répartition connue, du genre Porphyrio, et la Polynésie, avec particulièrement donc les îles Marquises. Eh bien donc, effectivement, nous avons désormais la preuve par neuf, en quelque sorte, que à la fois les Polynésiens des îles Marquises, Tore Heyerdahl, Henry Lee, cité par Francis Mazière, et d'autres, ne racontaient pas des sornettes, et que donc le drôle d'oiseau en question a bel et bien existé. Et alors, comme je dis, hélas, probablement, il a disparu. Oui. Alors, il en reste peut-être d'autres dans d'autres régions de Polynésie. Après tout, on continue encore à découvrir dans des îles du Pacifique des oiseaux nouveaux pour la science. Oui. Alors, pourquoi pas? Mais je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas dans cette région du monde, donc en Polynésie, un oiseau qui ressemble étrangement à celui peint par Paul Gauguin, et cet oiseau, je crois que c'était le takae ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça ne pourrait pas être simplement une confusion? Donc on aurait vu un takae et Gauguin aurait peint l'oiseau, et aujourd'hui on fait une espèce d'association avec cet oiseau disparu. Alors, le portrait robot, je dirais, d'après les témoignages rassemblés à Ivaoa, faisait effectivement diablement penser au takae de la Nouvelle-Zélande, qui lui aussi appartient au genre Porphyrio, qui lui aussi est un plumage violacé, qui lui aussi a un bec robuste, qui lui aussi se planque dans les fourrés. Enfin, il y a énormément de points communs entre les deux. Simplement, il est déjà quand même sensiblement plus gros. Bon, il fait à peu près une 50aine de centimètres de haut, c'est plus qu'une poule, comme on a dit. Par ailleurs, à notre connaissance, il est strictement limité à la Nouvelle-Zélande. Alors, on aurait pu penser que peut-être cet oiseau, qui était d'ailleurs reconnu par les marquisiens lorsqu'on leur montrait des photos du takae de Nouvelle-Zélande, ils disaient, ah ben oui, ça c'est celui qui vit chez nous, ça. Et que vous, les Occidentaux, enfin, vous ne connaissez pas. Et donc, j'avais estimé que c'était peut-être effectivement cet oiseau de Nouvelle-Zélande qui aurait pu être amené par des pirogues lors des migrations polynésiennes, il y a quelques siècles. Sauf que, je vous dis, depuis, on a découvert à Ivaoa même ces fameux ossements vieux de 700 ans pour les plus récents. Peut-être d'ailleurs qu'un jour on en découvrira des plus récents encore. Dans des tombeaux, comme d'ailleurs l'avaient dit les Polynésiens concernant l'oiseau mystérieux, et qui appartiennent à une nouvelle espèce du genre Porphyrio, dont la taille, d'après les ossements que l'on a, est compatible avec les témoignages à Ivaoa. Donc, je dirais, il n'est pas nécessaire de supposer, en fait, ce genre d'apport
volontaire ou involontaire, du Takae de Nouvelle-Zélande aux îles Marquises. Et deuxièmement, depuis 1988, où ont été décrits ces ossements, on a découvert des ossements du genre Porphyrio, d'espèces nouvelles encore une fois, ailleurs en Polynésie. Donc, visiblement, il y a certainement plusieurs îles polynésiennes où le genre Porphyrio s'était diversifié et probablement la plupart ont disparu, je dirais, avant même qu'on les découvre à l'état vivant. Soit qu'ils aient été tués par les Polynésiens eux-mêmes, parce que la chair, d'après ce qu'il est dit, est bonne à manger. Et donc, voilà, il est probable qu'on en découvrira d'autres dans les années à venir. Ouais. Si je pense à ce dossier, je comprends que si on a la découverte d'ossements endémiques, il n'est pas nécessaire de faire intervenir une migration. Oui. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est assez amusant de voir que l'un des témoins de ces oiseaux était Heyerdahl lui-même, et ce Heyerdahl a clairement démontré dans les années qui ont suivi, avec plusieurs expéditions comme le Ra-1, Ra-2, le Kon-Tiki, il a clairement démontré que les Polynésiens et même certaines sociétés, par exemple d'Amérique du Sud, auraient pu naviguer sur de très très longues distances et avoir des échanges entre plusieurs communautés. Les deux hypothèses sont tout à fait valables. Et en ce qui concerne des migrations ou des échanges culturels entre l'Amérique et la Polynésie, bien que Heyerdahl était un peu extrémiste, je dirais, sur cette hypothèse, mais il y a des tas d'éléments qui ont été validés depuis, entre autres la diffusion de la patate douce depuis l'Amérique du Sud vers la Polynésie est génétiquement, archéologiquement, biologiquement, tout ce qu'on veut démontrer. Oui. Si on revient à cette découverte d'ossements en Polynésie de cet oiseau mystérieux, est-ce qu'il est possible de croire que l'oiseau continuerait d'exister aujourd'hui? Si on fait une référence, parce que on a toujours des hypothèses ou des histoires qui sont ravivées par la presse lorsque l'on parle, par exemple, du thylacine, ce fameux tigre de Tasmanie, où chaque année, malgré qu'il soit disparu au milieu des années 1930, chaque année, des gens reviennent d'expéditions en forêt en racontant qu'ils ont observé de ces animaux, de ces thylacines, ce qui en fait une espèce en cryptozoologie qu'on appelle un Lazarus. Alors, est-ce qu'il est possible de croire que ces oiseaux pourraient continuer d'exister dans des forêts des îles Marquises? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de témoignage, je disais donc depuis les années 1950. J'ai un correspondant marquisien qui a mené l'enquête il y a 2 ou 3 ans sur place, qui a interrogé les vieillards, les personnes âgées qui, eux, se souviennent que, oui, au milieu du siècle dernier, voilà. Mais, effectivement, pas de témoignage récent. Est-ce que ça veut dire qu'il a totalement disparu? On pourrait citer des dizaines de cas d'espèces d'oiseaux, alors parfaitement répertoriés, qu'on avait un moment enterrés, si j'ose dire, dont on avait prononcé l'extinction, et que l'on retrouve en fait des dizaines d'années, et parfois 200 ans après leur extinction présumée. Souvent des oiseaux, justement, qui ont des mœurs, soit nocturnes, qui se planquent dans des anfractuosités de rochers. Alors donc, c'est pas impossible, avec un miracle. Ouais, on va se croiser les doigts en espérant pouvoir mettre la main éventuellement sur un spécimen bien vivant de cet oiseau mystérieux, comme vous l'avez si bien dit, peint par Paul Gauguin au début du 20e siècle et qui semble malheureusement s'être éclipsé, avoir été gommé de la surface de la Terre depuis. Écoutez, Michel Rénal, c'était tout le temps qu'on avait. Et puis on se reparle bientôt pour une autre chronique, toujours sur ces animaux mystérieux, encore inconnus ou très méconnus de la science. Michel Rénal, encore une fois, merci. Radio X Files. Radio X. Sujet de la soirée, on parle de l'assassinat de John F. Kennedy. On vient d'entendre l'annonce et avec les documentaires que j'ai vus, mon cher Christian, parce que j'ai pas eu la chance de vivre tous ces moments-là, ce qui m'a impressionné, c'est de voir à quel point les gens avaient de la peine de ce qui s'était passé.
Oui, effectivement, c'est un événement qui a marqué en fait l'Amérique. Ouais. Et le bulletin qu'on vient d'entendre, c'est la première intervention radio d'ABC qui annonçait l'assassinat de JFK. Et ce qui est assez intéressant avec ce reportage, c'est le narrateur mentionne bien 3 coups de feu ont été tirés sur la limousine du président. Il faut dire que dans les heures et les jours qui vont suivre, le nombre de coups de feu va augmenter. Au départ, on parle de 3 coups de feu, des témoins vont parler de 4, après ça c'est 5 coups de feu, mais on voit qu'immédiatement après l'événement, déjà la presse annonçait 3 coups de feu ont été tirés sur la limousine présidentielle. Et tu l'as mentionné, c'est un événement qui on voit sur les images les gens qui sont complètement atterrés par cet événement. Mais au-delà de ça, si on regarde sur le plan social de ce qui va se passer, on peut dire qu'il y a eu une Amérique avant John F. Kennedy, il y a eu une Amérique après John F. Kennedy. Et en fait, la mort de Kennedy va donner naissance à des théories du complot et depuis, elles vont se multiplier, ces théories du complot. Je ne dis pas qu'avant JFK, il n'y avait pas de théorie du complot. Avant JFK, si on regarde à travers l'histoire, même à l'époque de la Rome antique, par exemple, il y avait un complot à l'époque, Néron, il y avait le feu avait été mis Rome avait été en partie incendiée et il y avait une théorie du complot qui voulait que Néron accusait volontairement les chrétiens d'avoir mis le feu à Rome. Donc, il y avait toute cette bisbille, cet aspect de la conspiration qui régnait même déjà dans l'Antiquité. Mais avec la mort de Kennedy, ces théories du complot qui étaient souvent le dada de quelques individus dans leur sous-sol qui commentaient les théories du complot. Et là, voilà qu'avec la mort de Kennedy, elles vont avoir pignon sur rue. Elles sont rapportées dans la presse et les gens vont y adhérer. Et encore aujourd'hui, il y avait un sondage qui montrait que près de 80% de la population américaine, et uniquement si on parle de JFK, 80% de la population américaine reste persuadée que les autorités ne leur ont pas tout dit concernant la mort de JFK. Or, pourquoi cet assassinat de JFK a-t-elle dans un premier temps donné naissance à tant de théories du complot? Et pourquoi aujourd'hui ces théories du complot semblent-elles plus populaires que jamais? Et elles sont de tout azimut, ça va de l'assassinat politique au chemtrail, en passant par la théorie de la Terre plate. Là, on a des milliers de théories du complot. Certaines semblent s'appuyer sur des faits, comme dans le cas de JFK. Certaines théories du complot sont un peu ridicules. On aurait assassiné Kennedy parce que il voulait révéler l'existence des extraterrestres. Ça semble un peu tiré par les cheveux. Mais c'est vrai qu'on a des théories du complot qui font intervenir les Cubains, qui font intervenir les Russes, qui fait intervenir les services de renseignement, qui fait intervenir la mafia. Et dans bien des cas, les défenseurs de ces théories semblent être en possession d'éléments qui sont, somme toute, plus ou moins convaincants, dépendamment de l'angle qu'on peut lui donner. Et c'est un peu pour débattre de ces théories du complot au lendemain de l'assassinat de JFK qu'on a en ligne Michel Lenoir, qui en 2013 a publié Complot, tout a commencé avec John F. Kennedy. Michel Lenoir, bienvenue à Radio X-Files. Bonjour. Alors, ce livre Complot, tout a commencé avec JFK. Est-ce que c'est exact de dire qu'il y a eu dans le cas des théories du complot, il y a eu une Amérique avant JFK et une Amérique après JFK? Effectivement, écoutez, comme vous venez de le dire, c'est pas de penser qu'il n'y avait pas de complot avant. Si on parle du monstre du Loch Ness ou des complots ou mythes, là, si on parle de toutes les croyances qu'on peut avoir, les Martiens, le monstre du Loch Ness et autres, mais l'assassinat de JFK a été un choc pour une nation, pour une génération aussi. Et quand un gros choc se produit, on cherche toujours une explication aussi grosse que le drame qu'on vient de vivre. Ça ne peut pas que ce soit un ancien GI, un petit peu nono sur les bords, qui ait fait ça. C'est comme, c'est trop gros. Donc, on a le réflexe de chercher une grosse conspiration. Ouais, c'est vrai, c'est ça. En psychologie populaire, on appelle ça le biais de proportionnalité. C'est-à-dire qu'il faut que si la conséquence est très grande, il faut que la cause soit aussi grande que la conséquence. C'est ça. Donc, ça ne peut pas que ce soit juste un ancien GI qui cherchait la célébrité, qui avait probablement des problèmes personnels. Là. On connaît un petit peu sa vie. Puis bon, il fait ça, mais
si on se replonge en 1963, les mesures de sécurité sont pas les mêmes qu'en 2018 là aussi. Là. Ouais, puis c'est vrai, vous mentionnez, Michel Lenoir, l'idée que l'individu aurait commis l'attentat pour se chercher un peu de publicité. C'est quand même ce que son épouse Marina avait déclaré durant la commission Warren. Elle a dit Lee Harvey entretenait des espèces de fantasmes de célébrité. Il voulait commettre un geste qui le ferait passer à l'histoire. Ben effectivement, si on revient à la vie de Lee Oswald, bon, tour à tour, pro-Castro, anti-Castro, le gars va au gré de ce qui lui tente, là, et c'est un être un petit peu instable, là, puis est-ce que il pouvait faire le crime? Ben, il était sur les lieux, il était au Texas School Book Depository, il était en possession d'une arme. Bon, ben, ça se peut, hein? Oui, c'est vrai que vu comme ça, tout pointe dans cette direction. Non, mais ça, c'est comme, maintenant, on a tellement de mal à croire que les choses arrivent parce qu'elles arrivent. Et bon, c'est comme, bon, on va déborder un petit peu de l'assassinat de JFK, mais chaque génération a son drame. T'sais. Pour la génération de JFK, ben c'est des gens... bon, c'est une autre génération. Ça a été leur gros drame. Pour nous, c'est peut-être les tours du World Trade en 2001 qui a été notre drame. Puis depuis ce temps-là, ben il y en a qui parlent que c'est pas des avions, c'est des missiles, puis c'était déguisé, puis ben voyons, donc, on l'a tous vu que c'était des avions qui ont rentré dans les tours. À un moment donné, il faut être terre à terre aussi, là. Ouais, mais c'est vrai que ce biais de proportionnalité, il est à toutes les fois où il y a des événements marquants pour les sociétés, on voit apparaître ces théories du complot. Et des événements qui touchent les populations. Bon, JFK, c'est la multiplication des théories du complot. Vous avez mentionné les tours du World Trade Center, et c'est vrai que les tours du World Trade Center, je m'amuse parfois en conférence à dire le World Trade Center, c'est devenu la nouvelle théorie du complot. Avant, c'était John F. Kennedy qui était la mère de tous les complots, mais maintenant, malheureusement, John F. Kennedy a été détrôné par les tours du World Trade Center. Mais c'est vrai sur des événements, je dirais des événements qui sont peut-être d'une moins grande ampleur, mais qui touchent aussi les populations. Qu'on pense par exemple à la mort d'Elvis Presley, ou les grandes idoles, hein, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, Lady Diana. Tous ces gens-là sont morts et la population semble refuser la banalité de leur décès, de penser qu'Elvis Presley, l'homme qui a inventé le rock'n'roll, le plus grand artiste du 20e siècle, est mort dans sa salle de bain d'une crise cardiaque. Ben effectivement, regardez, c'est comme... mais on dirait que les choses ont tendance à changer un petit peu. Si on regarde quand Elvis est mort en 77, je crois, le 16 août, bon, ben, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y en a qui le voyaient, il travaillait au Canadian Tire à Sainte-Catherine, ou il travaillait à... C'était totalement idiot, là. C'était totalement idiot. On n'a pas eu la même chose pour Michael Jackson. On n'a pas eu ça. Moi, j'ai pas eu vent que, bon, à peine peut-être, là, Michael Jackson travaille dans un McDo à Tucson, au Texas, ou quoi, là, mais c'était moins gros, il me semble, que Elvis. Quand Elvis est mort, ben, pendant 10-15 ans, là, mon Dieu, ou comme on dit souvent, là, il est sur une île avec Adolf Hitler, puis Castro, puis voyons donc, à un moment donné, là. Elvis is alive. Oui, and well. Oui, c'est donc effectivement, Lady Diana, c'est un peu aussi la même chose, c'est-à-dire que d'imaginer que cette femme qui s'impliquait dans autant d'activités ou d'associations caritatives puisse mourir, somme toute, banalement, parce que le chauffeur était un peu ivre. Il a trop appuyé sur... Il y a des paparazzis qui courent après eux. Voilà, il perd le contrôle du véhicule, heurte une tour de béton sur le pont de l'Alma. Ben voilà, c'est terminé. Non, voilà, il faut qu'il y ait un complot. Faut que la couronne britannique soit impliquée là-dedans. On refuse d'accepter la banalité. Ouais. Mais en quelque part, il faut pas tomber, il faut pas tomber dans une naïveté, porter des lunettes roses et penser que tout le monde est gentil, là aussi. Les complots existent. Les complots existent.
Ça, c'est certain. Mais quand on parle d'Elvis, de Lady Di, de JFK, de Pearl Harbor ou n'importe quoi, oui, il y a des complots qui existent. Ouais, mais il y a une espèce de, comme vous disiez plus tôt, dans la société, quand il y a un gros événement qui nous fait beaucoup de peine, qui nous bouscule, ben il faut que la cause soit aussi grande. Ouais, que la conséquence. C'est amusant ce que vous dites, Michel Lenoir, parce que moi-même, en conférence, je répète souvent, les complots existent, mais les complots, généralement, intéressent pas trop les théoriciens du complot. Ce qui intéresse les théoriciens du complot, ce n'est pas des trucs comme le Watergate ou des affaires comme ça, le Lyron Gate, c'est pas ça qui les intéresse. C'est la théorie du super complot. Il y a une différence entre le complot et le super complot. Le complot, c'est... Les Illuminati qui dominent le monde, ici et ça, là c'est super, là. Ou l'alliance entre le gouvernement américain et les extraterrestres, là, et tout. Bon, ben écoutez, là, moi, j'étais un show partisan, j'étais un show fan des X-Files. J'ai adoré cette émission-là. Ça reste une émission. Et oui, il y a des complots qui existent. On le sait ou on s'en doute bien, mais tout n'est pas complot. Il y a des choses parfois qui arrivent parce qu'elles arrivent. Ouais, c'est ça. Et souvent, la cause risque parfois d'être somme toute assez banale. Hein? Un individu, un illuminé qui décide d'abattre John Lennon, parce que il est un peu désabusé. Mais justement, M. Chapman, dans les journaux cette semaine, on a su qu'il regrettait son geste. Là. Est-ce qu'il regrette d'avoir tiré sur John Lennon ou est-ce qu'il regrette de s'être fait attraper? C'est souvent ça la question qu'on doit se poser. C'est complètement fou, hein? Oui, et c'est un peu la même chose avec lorsque Hinckley avait tiré sur le président Reagan. On a appris après coup que Reagan était presque... Jodie Foster, je crois. Ouais, voilà, il voulait impressionner Jodie Foster. Et on a appris après coup que la balle avait failli emporter Ronald Reagan. Elle l'avait touché pas mortellement, mais il était atteint. Il avait été quand même très gravement atteint. Là. Voilà. Ouais. Et donc, et on sait qu'un des attachés du président Reagan, lui, avait été atteint à la tête et il est resté longtemps. Il est décédé maintenant. Mais il est resté paralysé, tout ça. Des séquelles importantes. Et pourtant, quand on regarde la cause, c'est simplement un type banal, un illuminé qui voulait impressionner Jodie Foster en disant « Je vais commettre un geste qui va te prouver mon amour ». C'est ça, oui. Il y a des gens qui arrivent à cause de ça, mais si on revient un petit peu plus tôt, oui, les complots existent. Là. Tout le monde n'est pas gentil et tout le monde ne veut pas le bien de son prochain. Et oui, il y a des complots, il y a des gens corrompus partout. Mais bon, les complots, comme vous dites, les vrais complots intéressent pas les complotistes. C'est une belle phrase. Ouais, voilà, en fait, ce qui intéresse les complotistes, c'est les super complots. Et ce qui me désarçonne un peu des théories du complot, quand on parle des super complots, c'est que souvent, il faut faire table rase de ce que l'on sait ou de ce que l'on a vu. Hein, vous avez mentionné cette histoire, tout le monde a vu les tours être frappées par des avions, et pourtant, certains théoriciens du complot font la promotion que ce n'était pas des avions, c'était des hologrammes. A-t-on déjà vu des hologrammes aussi réalistes? J'aimerais bien ça en voir. Là, bon, là on tombe dans le ridicule. À un moment donné, là, il faut être... Écoutez, là, il y a des milliers de personnes qui ont vu les avions live rentrer dans les tours à New York. C'était tous des acteurs. Mais c'était tous des acteurs. C'était tous des acteurs. C'est ça, oui, c'était tous des acteurs. Comment, là, écoutez, il y en a une, Michel Lenoir, que j'aime bien. C'est une femme, Judy Wood, qui, elle, dit, écoutez, les tours se sont pas écroulés. On a tous vu les tours s'écrouler, mais elle a dit non, les tours ne se sont pas écroulés. Ouais, c'est ça. Les tours ont été, j'allais dire, vaporisés, mais c'est même pas le mot qu'elle utilise. Elle invente un mot. Elle dit, elles ont été poussiérisées. Donc, quelque part, des complotistes, des agents à la solde de quelques gouvernements ou agences gouvernementales auraient braqué sur les tours un rayon destructeur qui aurait pulvérisé les tours en les transformant instantanément en poussière. Et pourtant, on a tous vu les tours s'écrouler. Tu sais. Et là, donc, il faudrait absolument faire table rase de ce que le monde entier a été le témoin pour accréditer une théorie aussi invraisemblable. Ben, c'est ça, mais
On dirait que depuis l'assassinat de Kennedy, il y a 55 ans, je pense que le citoyen nord-américain moyen, même le citoyen occidental, si on regarde ce qui se passe en France, là et tout, a perdu confiance en son gouvernement. Avant, là, si le gouvernement, le premier ministre disait quelque chose et que c'était dans le journal, ben pour mon père qui était né qui est né en 1916, ben c'était vrai là, c'était vrai. Aujourd'hui, un ministre dit quoi ou c'est dans le journal, ben on crie tout de suite aux fake news là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est inquiétant aussi quand on a le président même des États-Unis qui entretient un peu cette idée du fake news et qui rejette et qui va même plus loin. Il rejette même des affirmations qui sont appuyées par des constats scientifiques, par exemple le réchauffement de la planète. Je pense que dans la communauté scientifique est tous d'accord avec l'idée qu'il faut absolument réagir aux gaz à effet de serre. Et là, on a un président qui dit non, c'est un complot monté par les Chinois pour nous faire croire que la planète se réchauffe. Ça devient regardez, moi, je me demande même si cette personne-là croit pas que la Terre est plate, là. C'est rendu là. Ah oui, écoutez, il faudrait qu'il y ait un journaliste qui lui demande, là. Monsieur Trump, est-ce que vous pensez que la Terre est plate? Il faudrait voir la réponse. Il faudrait entendre la réponse. Ouais, on serait peut-être surpris. Écoutez, Michel Lenoir, est-ce que vous pensez que, est-ce que l'idée de la présence de ces complotistes, est-ce qu'elle est essentiellement un phénomène un peu artificiel? Et je m'explique. À l'époque de Kennedy, il n'y avait pas les médias sociaux. Donc, on avait une poignée d'individus dans leur sous-sol qui imaginaient toutes sortes de théories du complot. Exactement. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces théories du complot ont un peu une espèce de pignon sur rue parce qu'on en parle beaucoup. Mais est-ce que c'est un peu un phénomène artificiel qui est alimenté par les médias sociaux? Est-ce que finalement, les complotistes, même s'ils sont très vus, ils sont très présents, est-ce qu'il reste encore un phénomène marginal ou est-ce que c'est devenu un peu la mode d'adhérer, de croire ou de faire la promotion de théories du complot? Ben, je dirais c'était marginal jusqu'à, mon Dieu, l'arrivée d'Internet a changé beaucoup la bedaine. Avant, comme vous avez dit, c'était des gens dans leur sous-sol qui échangeaient entre eux et tout. Mais aujourd'hui, par Internet, Facebook, les réseaux sociaux et tout ce que tu mets là-dessus, pour certaines personnes, devient vérité. Là. C'est comme, ils savent là, que les chemtrails, là, c'est des gaz toxiques. Puis cette semaine, on a vu que les oiseaux n'existent pas. Hein. Ce sont des drones dirigés par les États-Unis ou un autre pays. Ben moi, quand je regarde un jet bleu qui mange des graines dans ma beco, j'ai de la misère à voir le drone. Là, il y a aussi la théorie cette semaine qui est sortie. En fait, elle avait déjà été évoquée en 2017, mais ils l'ont repris cette année. C'est les feux de Californie sont en fait l'œuvre d'agences gouvernementales qui utilisent des armes d'énergie dirigées pour mettre le feu et détruire en fait la forêt californienne du nord au sud, et ça pour pouvoir permettre éventuellement la mise en place d'un train à grande vitesse proposé par les démocrates. Non, mais à un moment donné, c'est comme... Il y a... si on revient à l'assassinat de JFK, là, il y a plein de théories qui existent. Bon, il y avait un tueur, 2 tueurs. Bon, ça, c'est possible, là. Regardez, là. Je suis allé à Dallas en 2009. Je voulais aller sur place là, et tout. Puis quand on est sur place, on a quand même des frissons. Là. On se dit, mon Dieu, ça s'est produit ici. Là. J'ai vécu le même feeling aussi. J'imagine que vous êtes allé aussi au 6e étage du dépôt de lit. Oui, je suis allé en haut et tout. Puis pour avoir déjà tiré de la M16 ou toutes sortes d'armes et tout, ça prend pas un tireur d'élite super bon là pour réussir ce coup-là. Là. On parle de 70 mètres. Là. Donc, un tireur moyen, s'il est chanceux cette journée-là, ben oui, c'est possible.
Ouais, effectivement, j'ai dit, c'est amusant, vous reprenez, en fait, j'ai dit exactement la même chose un peu plus tôt dans l'émission. J'ai dit 250 mètres, mais en fait, c'est 250 pieds, c'est en fait 70 mètres. Effectivement. C'est ça, à peu près 70-75 mètres. Ouais, quand on regarde par la fenêtre, j'avais été frappé, moi aussi, par la proximité, hein. Quand on regarde, on se penche par la fenêtre, j'expliquais qu'on peut pas se mettre derrière la fenêtre où se tenait Oswald parce que elle est de verre, etc. Mais on se place à la fenêtre d'à côté. Mm-hmm. En fait, on est 1 mètre plus loin. Et là, quand on regarde dans la rue, on voyait, je sais pas si lorsque vous y êtes allé, Michel Lenoir, il y avait toujours ce X sur la chaussée qui indiquait l'emplacement de la limousine. Effectivement, mais on est frappé par cette proximité. On se dit, sans être un tireur d'élite, je pense que ça aurait été quand même assez facile d'atteindre cette cible-là, là. Et Oswald, dans son carnet militaire, avait le titre de juste en bas de tireur d'élite. Donc, c'était pas quelqu'un de poche, là. C'était quelqu'un qui était capable. Oui, il n'y avait pas la meilleure arme, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, mais il était là. Le matin, il est parti avec une arme. À un moment donné, c'est ça, là. les évidences, on a beau imaginer n'importe quelle théorie du complot, c'est difficile d'éliminer Lee Harvey Oswald de l'équation. Mais mettons que ça joue contre lui. Est-ce qu'il était seul? Est-ce que peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre? Mais dans les théories du complot, il y a 2 choses. Puis vous êtes un expert là-dedans, donc vous le savez comme moi, il y a 2 approches à ça. Il y a le make it happen. C'est toi qui es en arrière du complot, qui tire les ficelles. C'est le make it happen. C'est toi qui vas vraiment diriger, puis ça va se produire. Et il y a le let it happen. Tu le sais qu'il va se passer quelque chose. Ça fait ton affaire, donc tu fais rien pour l'empêcher. Et là-dessus, je crois que Lyndon B. Johnson aurait des comptes à rendre. Malheureusement, il est décédé en 73. Mais je crois qu'il y en a qui savaient qu'il était pour se passer de quoi. Ouais. Mais c'est vrai que si on imagine ce Lee Harvey Oswald, s'il était à la solde de quelques agences, imaginons à un moment donné que ce Lee qui avait été manipulé ou qui avait été à la solde de quelques, par exemple, la mafia ou les Cubains, etc. C'était quand même un mauvais choix parce que ce Lee Harvey Oswald, il a agi, je sais pas moi, si j'engage un tueur d'élite pour éventuellement commettre un assassinat politique, je veux qu'il se fasse le plus discret possible avant le jour de l'événement. Or, ce Lee Harvey Oswald fait à peu près tout l'inverse, hein. Oui, en septembre, qu'il laisse. Voilà, en septembre 1963, il quitte Dallas, il fait un voyage éclair au Mexique, se présente à l'ambassade de Cuba, il veut un visa. Il veut un visa qui lui est refusé. Il doit se tourner vers l'ambassade l'ambassade de Russie pour obtenir un visa, et il fait tout ça au nez du FBI qui en fait surveille ses agissements parce qu'on le comprend, un citoyen américain qui se présente à l'ambassade de Cuba et qui demande un visa, il va allumer une... Et non, c'est pas fréquent et c'est sûr que ça va allumer la lumière rouge au service de renseignement américain. Or, il fait tout ce qu'il faut pour justement attirer l'attention sur lui. Alors moi, je peux pas m'empêcher de me dire si ce type-là avait été engagé par quelques agences que ce soit, par la mafia, les Cubains. Pour profile pendant des mois. On se dit, mais voyons, c'est un parfait imbécile. Il attire sur lui l'attention. D'ailleurs, on sait, Michel Lenoir, que l'an dernier, parmi les documents qui ont été rendus publics avec l'administration Trump, on parle à peu près 3000 documents qui étaient encore gardés confidentiels, même si les autres ont été mis en ligne, puis je l'ai mentionné en début d'émission, on a fait un peu une surenchère sur le nombre de documents, mais il faut quand même se rappeler que la plupart de ces documents-là étaient déjà accessibles au public, il suffisait de se rendre à Washington. Faut pas non plus, tu sais, on met des documents... on les sort de l'anonymat. Finalement, on se rend compte que ce sont des photocopies de documents qui ont déjà été vus. Là. Voilà. Mais parmi ces nouveaux documents, il y a un document assez intéressant qui est un document qui avait été signé par Edgar Hoover et qui, ce Hoover dit, écoutez, on a entendu parler qu'il pouvait y avoir possiblement, et là on parle de la nuit du 23 au 24 novembre 63, Hoover envoie un communiqué au service de police de
Dallas en disant on a entendu parler qu'il pouvait y avoir une tentative d'assassinat contre Lee Harvey Oswald. Soyez prudents et tout, oui. Et la police, évidemment, ne fait rien pour protéger davantage Oswald. On a comme l'impression, ou bien il faisait partie du complot, ou ils se sont dit, ben, si quelqu'un finalement fait la peau à Oswald, ben, ce sera tant pis pour lui. Ben, c'est ça, là, on tombe dans le let it happen. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on fait rien, puis on attend. Voilà, ça peut faire un peu l'affaire des gens, là. T'sais. Et c'est vrai que dans cette même série de documents, on voit que le FBI avait un peu dans son collimateur ce Lee Harvey Oswald, non pas parce qu'on le soupçonnait, aucun des documents rendus publics n'associe Lee Harvey Oswald à l'assassinat de Kennedy avant ce 22 novembre 63, mais c'est vrai qu'il est mentionné dans des documents. Il est toujours mentionné justement en relation avec ce voyage au Mexique, cette demande de visa, son retour de la Russie vers les États-Unis en 1962. On voit qu'il avait attiré quand même l'attention sur lui des services de renseignement. Et en pleine guerre froide, évidemment, quelqu'un qui se présente ouvertement comme pro-communiste. Il y avait une époque, quelques années plus tôt, on venait de sortir de ce macartisme où il suffisait d'avoir une voiture rouge pour être accusé d'être partisan pour les Russes. Donc, on sortait de cette époque-là excessivement obsédante pour les Américains des communistes. Et là, voilà qu'on a cet individu qui arrête pas de faire des allers-retours avec l'ambassade de Cuba, l'ambassade de Russie, pour demander des visas. Évidemment, il va susciter l'intérêt et ça devient un mauvais candidat si moi, je décide d'engager ce bonhomme-là pour éventuellement commettre un acte, un attentat politique. Effectivement, oui. Puis il faut aussi faire attention à nos souvenirs qui peuvent nous mentir. Dans ce sens que il y a plein de gens. Moi, bon, quel âge que j'ai là? J'ai 55 ans. J'avais 22 jours quand John F. Kennedy s'est fait tuer. Puis j'ai des gens plus vieux que moi qui ont 80 ans là, et tout, là, puis qui se rappellent d'avoir vu en direct à la TV l'assassinat de Kennedy, comment ça avait pas de bon sens, puis c'est terrible, puis c'est ça. Mais c'est faux. L'assassinat n'a pas été diffusé en direct. Du tout. Il y avait, on a, comment dire, il y avait plein de personnes, il y avait à peu près 400 personnes là, sur les lieux quand Kennedy s'est fait tuer. On connaît l'existence de 7 films. Bon, effectivement, là, le film de Zapruder, il y a le film de Dorman, il y a le film d'autres là aussi. Mais la première fois que le film de Zapruder a été diffusé, c'était en 74 ou 75. Donc, c'est 12 ans après le meurtre. Mais il y a bien des gens qui vont vous astiner dur comme fer. Non, on l'a vu à la TV et tout. Ben, c'est pas vrai. Mais t'as beau essayer de les convaincre, leurs souvenirs, pour eux autres, ils l'ont vu. Oui. Donc, c'est ça. Il faut même faire attention à nos souvenirs. Oui, en fait, c'est des mécanismes qui sont bien connus dans le domaine de la mémoire. C'est ce qu'on appelle la confabulation. C'est-à-dire que la mémoire se réorganise et elle se réorganise avec toutes sortes d'éléments. Malheureusement, la mémoire oublie. Et quand elle oublie, les trous qui se retrouvent dans la mémoire seront comblés éventuellement par des faux souvenirs. Donc, une mémoire qui se réorganise. Et elle se réorganise aussi en fonction de ce qui est raconté. Je donnais il y a quelques semaines l'exemple. Vous êtes dans une soirée avec des parents et là vous vous rappelez un Noël que vous avez vécu dans votre enfance et là vous dites oui je me rappelle mon oncle Jacques était là puis il jouait de l'harmonica et là ton frère te dit oui puis il portait son vieux chandail du Canadien. Dans tes souvenirs à toi, tu ne te rappelles pas qu'il y avait le chandail du Canadien, mais dans 2 ou 3 ans, quand tu raconteras à nouveau cette anecdote, mon oncle Maurice aura son chandail du Canadien, là, et tu vas t'en rappeler qu'il y avait le chandail du Canadien. La mémoire se réorganise. Donc, plus on s'éloigne de l'événement, l'élément central reste à peu près inchangé. Les gens disent tous, j'ai vu Kennedy se faire assassiner. Mais 50 ans après, ils vont rajouter des petits éléments qui ne font pas partie du récit original. Et ça vient colorer un peu le témoignage. On comble les trous, là, enfin. Ouais. Dites-moi, Michel Lenoir, le temps file, mais on a eu une conversation il y a quelques jours. Et les États-Unis ne sont pas la seule place où il y a des complots. On en a eu un au Québec. Ben, on en a eu un. On en a eu plusieurs. On en a eu plusieurs, mais il y en a un.
Il y en a un qui, encore une fois, en fait, revient régulièrement, parce que, bon, je dois mentionner, vous venez d'écrire un livre sur la compagnie, le brasseur de bière, la compagnie Dahl. La brasserie Dahl. C'est le tome 1, 1800-1909. Donc, de la naissance de William Dahl en Écosse jusqu'à la création de la National Breweries, qui est une espèce de consortium dont fait partie la brasserie Dahl en 1909. Et si je me rappelle, bon, dans les années, je m'en rappelle pas directement, mais on a entendu parler de cette histoire que des gens avaient été empoisonnés par la bière d'or. Et encore aujourd'hui, malgré les décennies écoulées, dès qu'on évoque le nom de la compagnie d'or, on est certain, on évoque ça auprès de 5 ou 6 personnes, et c'est certain que plusieurs d'entre eux vont nous dire, ouais, il y a eu cette histoire, ce scandale de la bière d'or, on avait empoisonné des gens. Dites donc d'or, mais le slogan après l'épisode de 1966 est devenu la bière qui tue. Et ça leur est resté, et d'or en 1966 contrôle à peu près 51% du marché de la bière dans la province. Mais si on va de Québec à la Gaspésie, dans toute l'Est, d'or contrôle 85% du marché. Il n'y a pas de place pour d'autres joueurs, là. Parce que là, t'as Molson, Labatt et d'autres là, qui rongent leurs freins là, et tout. Donc, en 66, au mois de mars, un article dans la presse, là, à la fin mars, une vingtaine de personnes, des personnes qui consomment beaucoup de bière, on vous parle de 12, 18, 24 bières par jour, là, vraiment, ce qu'on considérait comme alcool là, à cette heure, là, sont morts ou seraient morts de fibrose du cœur, là, du myocarde là, et tout. Et le lendemain, dans le soleil, à Québec, c'est plus 15 ou 20 morts, c'est 40. Et 2-3 jours après, c'est plus 40. C'est peut-être 100 morts. Donc, il y a de l'enflure verbale, même à cette époque-là. Et pourtant, le nom de Dahl, le nom de la brasserie, n'a jamais été cité par les autorités qui ont examiné toutes les brasseries. On parle que Dahl utilisait le sel de cobalt un petit peu trop généreusement pour que la mousse de leur bière soit plus riche. Mais on n'a jamais trouvé rien. Dahl n'a jamais été accusé de rien. Et Dahl, pour vouloir bien faire, ça, on va le lire dans le tome 2, qui sort en avril. Dahl, pour vouloir bien faire, même s'il n'y avait aucune accusation de porter contre eux, et il y avait tout, décide de aller chercher toutes les bières dans la province qui ont été produites par la brasserie Dahl de Québec. Donc, c'est une opération qui a coûté à peu près 600 000 $ en 1966. Donc, c'est une fortune. Et on a jeté cette bière-là dans le fleuve en disant, bon, ben, voyez, si les autorités soupçonnent que notre bière est pas bonne, nous, on sait qu'elle est bonne, mais on la jette pour votre protection parce que, regardez, écoutez, là, nous, on sait que notre bière est bonne, mais on fait ce geste-là par souci de transparence. Les poissons ont dû être tranquilles pendant un petit bout. Michel Lenoir, un gros merci. C'est tout le temps qu'on avait. Vous êtes auteur de Complot. Tout a commencé avec John F. Kennedy. On va mettre vos coordonnées sur notre page Facebook à nous, Radio X-Files, pour qu'ils puissent être au courant de la sortie de votre prochain livre. Un gros merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Ce soir, on a parlé de l'assassinat de John F. Kennedy. Plusieurs questions sont rentrées. J'ai fait un petit tri, mon cher Christian, juste avant. Peut-être mentionner aux auditeurs que le podcast de l'émission, dans son entièreté, sera disponible dans quelques minutes au www.radiox.com et sur notre page Facebook Radio X Files. La première question vient de Michel. Combien de balles ont touché la cible lors de l'assassinat de John F. Kennedy et où se sont retrouvées les autres balles, si tu le sais? Ouais, en fait, ce que l'on est à peu près certain, c'est que 3 coups de feu ont été tirés en direction de la limousine. La première balle,
En fait, l'ordre que l'on donne, généralement, c'est que la première balle a manqué sa cible. On croit que vis-à-vis la fenêtre, dans la ligne de tir d'Oswald, il y avait un feu de circulation. La balle aurait ricoché sur le montant du feu de circulation, aurait été déviée de sa course et aurait été frappé un trottoir en béton qui se trouvait à plusieurs dizaines de mètres de là, près d'une plateforme surélevée, là, d'une route surélevée qui était sur le trajet de la limousine. Donc ça, ce serait le premier coup de feu. Et les deux autres coups de feu, l'un a atteint Kennedy à la gorge et le troisième coup de feu a atteint Kennedy à la tête. Donc 3 coups de feu tirés en direction de la limousine. Et c'est amusant parce que, amusant, entendons-nous, on n'a jamais réussi à démontrer qu'il y avait eu plus de coups de feu. Il y a toujours les gens, les théoriciens du complot disent des coups de feu auraient pu être tirés de la butte gazonnée, là, le grassy knoll. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais démontré ça. Ce qui semble certain, 3 coups de feu ont été tirés. Le premier s'est perdu quelque part sur un trottoir en béton et les 2 autres ont atteint la limousine. Il n'y avait pas une théorie particulière aussi d'une dame qui était présente lors de l'assassinat qui aurait pas bougé lorsque les coups sont partis? Ouais, effectivement, là, quand on regarde les théories du complot, les gens font toutes sortes d'associations. Dans les théories du complot, il y a un élément qu'on retrouve, c'est des associations et des raccourcis. Et là, donc, il y a cette histoire de la Babouchka Lady. Donc, quand les coups de feu sont tirés, tout ça, sur les images d'Abraham Zapruder, on voit une femme qui porte une espèce de foulard, qui est habillée un peu comme les gens de l'Europe de l'Est. Et là, on nous dit, les FBI n'ont pas réussi à identifier cette dame, on n'a pas retrouvé cette dame. Mais le fait qu'on n'ait pas retrouvé une dame ou que cette dame-là avait un voile ou qui était habillée un peu comme les femmes, une femme avec une mode un peu tchécoslovaque, ça fait pas d'elle un joueur dans l'assassinat du président Kennedy, là. Et je veux dire, il y a même une femme éventuellement qui s'est présentée comme étant en disant c'est moi qui étais la fameuse Babouchka Lady. Donc, on fait une association, c'est comme sur le trajet du président, à un moment donné, on voit un homme qui a un parapluie. Alors là, des gens disent, peut-être qu'il dissimulait une arme à feu dans son parapluie. T'essaieras de tirer, toi, avec le bras dans les airs caché dans ton parapluie, tu sais. D'autres disent, non, il tenait un parapluie peut-être pour donner un signal au tireur en disant, la limousine est à ma hauteur. Mais pourtant, le parapluie est ouvert bien avant que la limousine arrive. Et ensuite, la réponse la plus simple, rasoir d'Occam. Ça se peut que cette journée-là, il faisait très ensoleillé et quelqu'un avait amené son parapluie pour s'en servir comme ombrelle. T'sais, donc ça, c'est une hypothèse qui est beaucoup plus simple, mais évidemment, ça ne plaît pas aux gens qui imaginent derrière tout ça des dessins tout à fait sordides et on voit des tireurs cachés un peu partout. T'sais. En 30 secondes, très rapidement, est-ce qu'on a toute la documentation de l'assassinat de John F. Kennedy ou il reste encore des choses qui n'ont pas été divulguées? Bon, il reste quelques dizaines de dossiers qui ont été repoussés en 2021, mais c'est bien que tu mentionnes cette question. Il faut savoir que l'an dernier, lorsque l'administration Trump ont rendu public les quelques 3000 dossiers à peu près qui restaient à être publiés, les théoriciens du complot, il faut dire que tous les documents, on parle ici de plus d'1 demi-million de documents qui ont été rendus publics jusqu'à maintenant. Les gens s'imaginaient trouver là-dedans la preuve d'un complot. On n'a jamais rien trouvé dans ce sens-là. Les documents qui ont été rendus publics l'an dernier ne vont pas non plus dans cette ligne-là. On trouve toutes sortes d'éléments amusants. On s'aperçoit que la CIA est impliquée dans un projet. Éventuellement, ils voulaient assassiner Fidel Castro. Un projet qui s'appelait Projet Mangouste. Mais on n'a jamais trouvé la moindre preuve qu'il y avait un complot derrière l'assassinat du président Kennedy. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas un, mais on n'a jamais trouvé cette moindre preuve. Tout ce que l'on a, ce sont des conjectures et des spéculations. Christian Page, à toi et aux auditeurs, un excellent week-end et on se rejase vendredi à partir de 20h pour un autre Radio X-Files. Merci à toi et bon week-end à tout le monde. Au revoir, bye bye. Radio X-Files. Radio X.